Voilà, je pense qu'on est en mode diffusion. Bonjour à tous et à toutes pour cette série de webinaires que nous démarrons en début 2021, dans le prolongement de ce qu'on a fait en 2020. Donc, je me présente, je suis Karine Amiot, conseillère formation à la PFRH des Pays de la Loire. Et donc, on accueille Gaëtan Fiselier, juriste au cabinet Ledoux et Associés, et Florent Lefrappeur qui nous entend, qu'on ne peut pas voir pour des questions un petit peu techniques, mais qui répondra aux questions que vous pourrez avoir et vous pourrez poser dans le chat. Donc, je vous rappelle le fonctionnement. Donc, je crois, sur les mesures de compensation dans la fonction publique. Alors, la loi de transformation de la fonction publique, elle est venue ajouter de nombreux correctifs aux inégalités de fait qui sont observées au sein de la fonction publique. C'est en quelque sorte un petit peu des mesures de discrimination positive. Et après tout, la discrimination positive, c'est introduire dans la réglementation des mesures de discrimination légale pour remédier à une situation d'inégalité de fait et parvenir à terme à réduire cette inégalité. Donc aujourd'hui, on va voir ça entre les femmes et les hommes, à l'égard des femmes ou à l'égard des hommes, en fonction des situations concrètes. Alors, la loi de transformation de la fonction publique, elle est venue renforcer ce dispositif et elle a introduit d'ailleurs de nombreuses références à ça. On l'a vu notamment dans les lignes directrices de gestion où on doit effectivement compenser cette inégalité, notamment en matière d'avancement. Et parmi tous ces correctifs qui ont été mis en place, tous ces dispositifs, toutes ces procédures-là, on va le voir aujourd'hui, on a le plan pluriannuel d'égalité femmes-hommes, on a le renforcement de la parité, on a aussi un petit élargissement des critères de discrimination, ce qui nous permettra de traiter un petit peu de la définition vraiment d'une discrimination et la qualification à laquelle elle donne lieu. Et ensuite, la mise en place de la procédure de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste, ce qui nous permettra aussi de voir des situations de harcèlement. Alors, du coup, Gaëtan, est-ce qu'on peut commencer par le dispositif le plus cadré ? Alors, le plus cadré, effectivement, sera peut-être à vous de juger, mais le plan pluriannuel pourra peut-être nous permettre d'envisager cette première phase cadrée. Alors, c'est l'article 80 de la loi de transformation de la fonction publique qui a inséré un article 6 septies dans le titre 1, dans la loi 83-134, et qui prévoit l'élaboration et la mise en œuvre au sein des 3 fonctions publiques d'un plan d'action pluriannuel d'égalité entre les femmes et les hommes. D'accord, donc c'est une stratégie de mise en place sur plusieurs années pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, c'est bien ça? C'est ça, exactement, et la loi a même prévu une manière d'y parvenir. C'est un décret qui vient nous permettre de mettre en place ces éléments. Donc c'est le décret du 4 mai 2020 qui définit ces modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Alors, le décret, il a précisé 4 grands ensembles de mesures qui doivent être mises en place à travers ce plan d'action. Alors, on a d'abord l'évaluation, la prévention et la correction des inégalités de rémunération. On sait que l'inégalité de rémunération dans la fonction publique, notamment en raison des traitements qui sont calculés sur la base d'indices et de l'avancement d'échelon, laisse peu de place à la différence de traitement entre les femmes et les hommes. Mais une femme qui a subi de nombreuses interruptions de carrière en raison de sa grossesse, voire de ses congés parentaux, accuse potentiellement un retard plus important en fin de carrière. On met donc en place un triple mécanisme qui permet d'évaluer ces écarts. L'administration doit être à la manœuvre pour constater ces différences et les prévenir, le cas échéant, y mettre fin par leur traitement. On a ensuite, dans ce plan pluriannuel, un deuxième axe, c'est l'égal accès à la carrière, l'égal accès à un avancement. L'administration, on le sait bien, dispose d'un pouvoir de nomination et d'avancement au choix. On l'a vu à travers la ligne directrice de gestion. Et dans ce cadre-là, elle doit garantir un égal accès aux femmes et aux hommes à ces emplois et à l'avancement dont ils peuvent faire l'objet. Alors, le troisième axe de ce plan pluriannuel d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est l'articulation vie familiale et vie professionnelle. C'est ce troisième axe d'intervention qui permet pas seulement aux femmes, mais à tous les agents d'articuler leur vie professionnelle et leur vie familiale. Mais il est dans ce plan d'égalité femmes-hommes, puisqu'on sait que traditionnellement, une proportion plus importante de femmes prennent un temps partiel de 80% jusqu'aux 3 ans de leurs enfants, ou partent plutôt le soir pour aller les chercher.
Ce plan, il doit permettre à la fois d'organiser l'octroi de ces mesures-là, et également de permettre aux deux parents d'en bénéficier pour répartir les charges à la maison. On va le voir dans un exemple que je vais vous proposer après. Et donc, à titre d'exemple, par exemple, la logique d'augmenter la durée du congé paternité a participé un petit peu de cette mesure. On assure un temps de présence du père plus long au foyer pour permettre un meilleur équilibre des charges, alors même que la femme reprend le travail un petit peu plus tard que le mari. Donc, voilà ce troisième axe. Et puis, on a un quatrième axe, comme je vous le disais, c'est la prévention et le traitement des discriminations, des actes de violence, du harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes. Donc, ce quatrième axe, il était déjà bien présent dans le titre 1 à travers les articles 6 et suivants de la loi 83-134. Mais de mon expérience, il est souvent mal connu ou même mal employé. Et comme on l'a annoncé au tout début, on va voir un petit peu cette prévention et ce traitement-là à travers une procédure précise qui a été mise en place dans un décret d'application. Et là encore, des mesures directes et parfois anonymes de l'employeur en la matière peuvent permettre de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Alors, ce que vous dites, Gaëtan, c'est que l'intervention de l'administration est plutôt bien encadrée pour lui permettre de parvenir à cette égalité femmes-hommes, ou en tout cas de s'en éloigner le moins possible. Effectivement, c'est là des garde-fous pour éviter de creuser les inégalités s'il y en a. Parfois, il n'y en a pas. Mais aussi de permettre de les résorber, encore une fois, s'il y en a. Et d'ailleurs, pour chacun de ces axes, l'administration doit indiquer au sein même du plan les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre. Alors, en somme, c'est l'administration de recrutement qui occupe une place centrale d'intervention et non pas seulement l'exécution de directives qui viendraient du ministère. J'ai le sentiment que ce ne sont pas que des mots, mais qu'on distingue vraiment un véritable plan d'action. Et en parlant d'action, l'administration, est-ce qu'elle a une obligation de rendre des comptes pour vérifier l'effectivité de ce qui est mis en place? Effectivement, c'est prévu. D'abord, ce plan devait être mis en place au plus tard au 31 décembre 2020. Et le comité social d'administration, il est informé chaque année de l'état d'avancement des actions qui sont inscrites dans le plan. Les agents, ils en ont également connaissance par tout moyen, notamment numérique. Et le décret du 4 mai 2020, il est venu définir une procédure d'élaboration au sein de chaque fonction publique, les instruments de sa mise en œuvre effective, de sa transparence, de son suivi, ainsi que les sanctions en cas de manquement à cette nouvelle obligation. C'est pour ça que, par exemple, on a une durée maximale prévue pour ce plan pluriannuel de 3 ans renouvelable, ce qui est et dans le plan, on doit indiquer sa durée d'application en dessous de ces 3 ans éventuellement ou 3 ans maximum. Ça garantit quelque part un petit peu son recalibrage dans un temps plutôt court pour au besoin le compléter. Ensuite, on a aussi des sanctions qui sont prévues. Alors, c'est pas une sanction dans son application effective, mais plutôt dans son absence d'élaboration ou de renouvellement. Donc, ça veut dire que l'administration pourrait mettre en œuvre ce plan d'action sans mesure vraiment forte, indépendamment du fait qu'elle l'ait élaboré? Alors, effectivement, d'abord, ce serait un petit peu dommage que l'administration ne se saisisse pas de cette procédure qui lui permet de résorber les inégalités. Je pense d'ailleurs que c'est la même logique un petit peu que celle des lignes directrices de gestion qu'on a vues. L'administration, elle dispose d'un outil cadré qui lui permet de mettre en œuvre de véritables mesures concrètes en toute transparence et favorables à l'ensemble des agents et à l'administration. Ensuite, et surtout, au-delà de ces obligations-là et du simple fait que c'est une formalité qu'il faut accomplir, je vous le rappelle, au 31 décembre 2020, l'administration, elle doit le transmettre soit au ministre chargé de la fonction publique pour les administrations de l'État, soit aux autorités de rattachement pour les autres établissements. Alors, comment se passe ce contrôle? Alors là, effectivement, il faut plus que du texte, il nous faut un schéma pour bien comprendre la manière dont ça fonctionne. Donc, je vais vous proposer un schéma qui reprend un petit peu ce que je vous ai dit. Donc, l'administration, elle élabore son plan d'action, après, bien entendu, consultation du comité social d'administration, et à l'appui des 4 axes, la rémunération, l'accès à la vie professionnelle, l'accès et l'avancement, l'articulation de vie professionnelle et vie familiale, et la prévention des discriminations, du harcèlement et des violences. Donc, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, bien sûr, elle y inscrit les mentions obligatoires qu'on a vu également, le calendrier, les objectifs à atteindre, les indicateurs, la durée de ce plan-là. Et ensuite, c'est exactement ce que vous demandiez là, c'est que avant le 1er mars qui suit l'année du terme de ce plan pluriannuel, elle transmet à l'autorité compétente, dans le cas où le délai de transmission il est respecté,
elle transmet ce plan au ministre de la fonction publique pour les administrations de l'État, ministère de tutelle pour les établissements publics administratifs, au préfet pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, et le directeur général de l'ARS pour les établissements publics de santé, qui ensuite, donc toujours si les CDS sont respectés, transmettent ce plan pour les préfets au ministre chargé des collectivités locales et pour l'ARS au ministre chargé de la santé. Alors, au terme de chacune de ces transmissions, qui permet déjà une première analyse, normalement, c'est le ministre de la fonction publique qui reçoit chacun de ces plans pluriannuels, qui vont tous passer un filtre, et ensuite il est étudié en bilan. Un bilan est fait au Conseil commun de la fonction publique pour savoir exactement comment s'est déroulé ce plan pluriannuel dans tous les versants de la fonction publique. Alors, qu'est-ce qui va se passer si les délais ne sont pas respectés? Alors, c'est effectivement un aspect intéressant puisque là aussi, on voit qu'il y a un encadrement de l'administration, car si jamais les délais qu'on a cités ne sont pas respectés, eh bien, dans ce cas-là, l'administration va rappeler l'obligation à l'administration fautive de transmettre ce plan. Elle lui donne un délai de 2 mois. Si ce délai de 2 mois il n'est pas respecté, l'administration sera mise en demeure de transmettre ce plan-là. Et si jamais, dans un délai de 5 mois qui suit la mise en demeure, elle ne le fait toujours pas, une pénalité lui sera appliquée. Et alors, sur quelle base va se calculer cette pénalité? Alors, c'est une bonne question parce qu'on l'a vu juste avant. Alors, déjà, on voit que l'administration elle dispose quand même de 2 rappels pour une durée globale de 7 mois. D'abord 2 mois, puis après la mise en demeure 5 mois. C'est quand même un délai important. Si vraiment elle ne s'est pas conformée à son obligation, c'est ce qu'on a vu juste avant, la pénalité va correspondre à 1% de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Alors après, il y a toujours une possibilité, vu le délai assez long qui est laissé à l'administration, de ramener cette pénalité à 0,5% de la même assiette, bien entendu, c'est-à-dire la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Donc elle sera ramenée à 0,5% de cette assiette-là. Si avant la fin du délai de mise en demeure, donc c'est-à-dire avant la fin du délai de 5 mois qui vient s'ajouter au premier délai de 2 mois, elle justifie de tout élément qui atteste de l'engagement effectif de l'élaboration du renouvellement du plan d'action. D'accord, alors c'est du sérieux ce montant de pénalité. Est-ce que vous pouvez nous présenter un exemple? Tout à fait, je vais vous présenter un exemple qui repose sur des données précises et sur des éléments qui ont été établis au sein d'une administration que je vais prendre en exemple. Donc, dans une collectivité, je vais vous donner, alors là voilà un exemple précis, vous avez les femmes qui sont en bleu et les hommes qui sont en jaune. Voilà, c'est intéressant aussi de voir parce que là, rien que par des schémas, on agit aussi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, puisqu'on va pas faire du bleu pour les garçons et du rose pour les filles, on a fait du bleu pour les filles et du jaune pour les garçons. Donc, en tout cas, au-delà de cet aspect cosmétique, on voit là que dans cette collectivité, il y a un écart plus important pour les catégories A en faveur des femmes que dans la catégorie C. Alors, c'est intéressant de voir ça puisque dans ces collectivités, même si il y a cette répartition des effectifs important en catégorie A pour les femmes, on a tout de même un temps de travail qui est significatif. On a une majorité écrasante de femmes qui est à temps partiel et à peine plus de la moitié du personnel féminin est à temps complet. De la même façon, on a 75% des personnels qui sont en télétravail et qui sont des femmes. Et on a 96% des congés parentaux qui sont pris par des femmes. C'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire qu'on a vraiment ces éléments de constat qui nous permettent de tirer des conclusions sur le fait qu'il y a des outils qui sont utilisés par les femmes et qui peut-être pourraient être étendus un petit peu aux hommes pour permettre d'estomper un petit peu l'inégalité qu'on constate. Et alors après, tous ces éléments-là, on peut les classer par service, par filière, par âge. On peut même indiquer le pourcentage de bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui sont des femmes, pour pouvoir avoir des outils sur lesquels travailler et sur lesquels établir un plan pluriannuel. Alors, malgré tous ces éléments que je viens de vous montrer, vous voyez une disproportion importante en faveur des femmes sur les catégories A, tout ce temps de travail, eh bien, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, on a tout de même une rémunération nette moyenne des hommes dans cette collectivité qui est supérieure à celle des femmes. Et si on regarde en plus dans les catégories, eh bien, on a un écart important dans la catégorie A qui est nettement supérieur à celui de la catégorie B et encore plus que celui de la catégorie C.
c'est la même chose pour l'avancement. En avancement, on voit aussi qu'il y a un avancement plus important, alors pas énormément, mais il y en a un avancement plus important en faveur des hommes. Voilà des éléments sur lesquels on pourrait travailler et on pourrait faire reposer une stratégie de plan pluriannuel. Alors, ce sont des chiffres qui sont issus d'un bilan social, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Et alors, c'est assez parlant quand même, hein, ces schémas que vous nous présentez. C'est donc à partir de ces données-là qu'on va pouvoir faire un plan d'action. Exactement, c'est à partir de ces données-là, et je vais vous montrer un petit peu sur quoi on peut agir. Alors, on va reprendre chacun des axes. Donc, d'abord, faire progresser les agentes et les agents tout au long de leur parcours professionnel, donc, rémunération, avancement, formation, avec la déclinaison des objectifs. Voilà, on va se concentrer sur ces objectifs-là pour pouvoir essayer de résorber les constats qu'on a fait à travers le bilan social, puis le rapport social unique, avec ce bilan qu'on a fait sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Et on met en place des mesures, alors notamment des mesures d'information, également le développement des tiers-lieux pour le télétravail, la mise en place d'un dispositif d'aide pour l'accueil des jeunes enfants. Ça, c'est plutôt l'articulation des temps de vie professionnels et personnels. Et puis après, on a aussi tout ce qui est la lutte contre toutes les discriminations et toutes les violences faites aux agentes et aux agents sur leur lieu de travail. Toutes les formes de discrimination qui doivent être prises en compte, c'est pas seulement les plus connues. Ça peut être une discrimination sur la base de la situation de famille dont peuvent être victimes plus souvent les femmes. Voilà. On va essayer de se concentrer sur ces éléments pour agir et pour résorber un petit peu ces inégalités de manière plus concrète. Oui, parce que ça reste quand même assez abstrait et général, là, ce qu'on se dit. Oui, c'est vrai, Karine, c'est vrai que ça reste assez abstrait sur le papier, mais si l'employeur l'écrit, c'est déjà une première étape. Qu'il écrit, qu'il s'y engage, deuxième étape. Et s'il écrit qu'il va consulter les instances paritaires dans ce cadre-là, j'ai le sentiment que d'un cap fixé par une orientation générale, des mesures concrètes et pourquoi pas des mesures innovantes peuvent émerger un petit peu de tout ce plan pluriannuel, quelque chose de moderne. Et puis ensuite, surtout, on peut mettre un bilan de suivi des actions. C'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la réglementation, ce bilan de suivi des actions, le fait de régulièrement, peut-être tous les 6 mois, de voir ce qu'il en est, de faire un petit bilan de chaque action ponctuelle, de chaque action concrète, pour voir leurs effets. Et si elles sont mises en place, si elles fonctionnent au regard de l'objectif visé, voilà, tous ces éléments-là permettent quand même de remettre un petit peu de concret dans cette procédure qui reste un petit peu abstraite. D'accord. Alors, si je résume, le plan d'action, donc le plan pluriannuel, c'est un ensemble d'objectifs qui sont traduits concrètement par des mesures durables et le tout permettant de réduire les inégalités. C'est ça? Oui, c'est exactement ça l'idée. Vous avez tout à fait raison et c'est très bien résumé. Et alors, du coup, la mise en œuvre de la parité, elle peut pas en faire partie? Alors, si, elle peut en faire partie, mais par contre, c'est une disposition spécifique qui est aussi mise en place par la loi. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, justement, puisque on a aussi des dispositions des décrets d'application de la loi de transformation qui sont venus un petit peu modifier. Alors, c'est une mesure spécifique, ça pourrait intégrer le plan pluriannuel. Je pense que ça participe un petit peu de ces éléments de réduction des inégalités, mais c'est vraiment une mesure qui est un petit peu à part et à laquelle il faut penser en dehors d'un plan pluriannuel. Alors, c'est une mesure spécifique, c'est parvenir à des nominations équilibrées, là notamment dans l'encadrement supérieur de la fonction publique. Et puis, on a un décret d'application de la loi de transformation qui vient compléter la liste des emplois de dirigeants d'établissements publics de l'État qui sont concernés par le dispositif des nominations équilibrées. Alors, voilà, je vous présente ce décret du 30 décembre 2019 qui nous permet de définir. Alors, on sait que c'est au moment de la nomination dans un emploi de direction, lorsque l'agent n'occupait pas déjà cet emploi ou le même type d'emploi, eh bien, pour ces personnes-là, il faut au moins qu'il y ait 40% de personnes de chaque sexe qui y soient nommées. D'accord, mais on ne parlait pas déjà de cette mixité, de ce taux de 40% avec la loi Sauvadet? Si, exactement, Karine, c'est ça. C'était une mesure de montée en charge de cette parité qui était prévue par la loi Sauvadet. D'ailleurs, le décret d'application, ce décret du 30 décembre 2019, vient seulement modifier le dispositif existant. Il complète la liste des emplois de cadres supérieurs de la fonction publique qui sont concernés par versant et il adapte le montant unitaire de la contribution financière qui est versée si jamais il n'est pas respecté.
D'accord. Alors, en somme, il encadre un peu plus le Alors, il dispositif. l'encadre un peu plus, effectivement. Et il y a un autre élément aussi qui peut être tenu compte pour venir le compléter, c'est la composition équilibrée des jurys, qui vient aussi permettre de modifier un petit peu cette atteinte des 40%. Alors, on sait qu'aujourd'hui, 40%, il faut une composition équilibrée des jurys, et on a aussi une alternance entre chaque sexe dans les jurys, pour la direction des jurys, qui est au maximum de 4 sessions. D'accord. Et ça, c'est la règle qui existe Alors, c'est aujourd'hui. la règle qui existe, et un décret d'application de la loi de transformation est venu fixer les dérogations qui sont possibles d'introduire à cette règle de l'alternance. Alors, c'est le décret du 5 février 2020 qui prévoit des dérogations à ce principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection. On a d'abord le fait que si la mission de président d'un jury elle est exercée en raison des fonctions occupées ou est-qualité, eh bien à ce moment-là, on peut déroger à cette règle de 40%. Pour les comités de sélection institués en vue du recrutement des professeurs et maîtres de conférences et des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales d'architecture par voie de concours, détachement et de mutation, on a aussi une possibilité de dérogation. Ou encore lorsque les jurys et instances de sélection sont constitués dans certains établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière. D'accord. Bon, faut espérer que toutes ces mesures vont permettre de faire évoluer la fonction publique vers une plus grande égalité femmes-hommes. En tout cas, ce sont des instruments intéressants qui sont donnés aux employeurs publics. Je pense aussi, effectivement, la loi de transformation, elle donne un peu plus d'effectivité à ces mesures, qu'elles existaient déjà. Mais cette effectivité-là, c'est pour qu'elle puisse se traduire de manière concrète. Mais elle donne aussi aux employeurs publics des clés pour y parvenir, selon les difficultés qu'ils rencontrent en la matière, selon leur spécificité locale, et puis aussi selon leur inventivité. Alors, dans le même sens, vous parliez de discrimination tout à l'heure et de lutte contre le harcèlement. Nous ne sommes plus exactement dans des mesures qui permettent de construire l'action de l'administration, mais plutôt de condamner si jamais elle ne respecte pas ces mesures. Effectivement. Alors là, dans le cas des discriminations, on n'est plus exactement dans la construction d'une action, quoique c'est aussi un élément. Mais c'est vrai que le non-respect de certaines mesures, notamment en faveur de l'égalité femmes-hommes, peut être assimilé à une discrimination à raison du sexe, féminin ou masculin, c'est dans les deux sens, et donc exposer l'administration à une réparation du préjudice. Mais introduire des cas de discrimination et faire comprendre à l'ensemble de l'administration ce qui constitue une discrimination peut aussi permettre d'éviter qu'ils ne se produisent et construire un plan d'action. Alors, si je comprends bien donc ce que vous dites, c'est que l'administration, en ayant connaissance de cette interdiction, elle va elle-même anticiper l'éventuel caractère discriminatoire des mesures qu'elle... Voilà, exactement. Je pense que c'est vraiment un aspect de la discrimination, c'est l'anticipation. Elle va aussi prendre des mesures pour éviter qu'elles ne se produisent dans ses services. Et par contre, c'est comme ce qu'on disait, si elles se produisent, elle peut les identifier pour les écarter, voire les sanctionner. Là, vous parlez exclusivement des discriminations en raison du sexe. Alors, c'est un critère parmi d'autres, mais c'est intéressant de voir, parce qu'effectivement, on parlait de l'égalité femmes-hommes. Alors, c'est le sujet aujourd'hui. Ce critère, il a son importance. Il est bien identifié par l'article 6 du titre 1 de la loi 83-134. C'est le critère de l'identité de genre. On peut le voir, là, c'est le texte de l'article 6. Mais d'autres peuvent s'y rattacher, puisque pour permettre de combattre cette inégalité femmes-hommes, on a le critère de l'identité de genre, une femme ou un homme, mais on a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, celui de la situation de famille éventuellement. Une mère, elle peut être discriminée parce qu'elle élève seule son enfant, ou un père parce qu'il est séparé. L'apparence physique pourrait aussi toucher les inégalités de genre, voire même aussi l'orientation sexuelle. Mais alors, du coup, la loi de transformation du 6 août 2019, elle a laissé telle quelle cette liste de critères applicables dans l'emploi public ? Non, presque. Elle a ajouté un critère, c'est celui de la grossesse, de l'état de grossesse. On aurait pu penser que les autres critères qu'on voit et que je vous ai cités un petit peu étaient suffisants pour protéger une femme enceinte, mais il semble que dans la réalité, ce soit un peu plus compliqué. C'est pourquoi le législateur il a ajouté ce critère de la grossesse à cette liste de critères de non-discrimination.
Alors, vous parliez de l'égalité femmes-hommes au début de la présentation. Là, on en parle encore, mais je sens qu'on s'en écarte un peu. Effectivement, quand on aborde la discrimination, on ne parle pas que d'inégalité femmes-hommes et on peut la définir au regard d'autres critères. Alors, on parle aussi de discrimination liée à l'origine. Oui, c'est ça. Effectivement, comme on le voit, on parle de discrimination liée à l'origine, mais aussi au patronyme, ou à l'âge, aux opinions politiques ou syndicales, etc. Tous ces critères-là, ils figurent dans cet article 6 de la loi 83-134, et on verra la semaine prochaine même, enfin en mars, je crois début mars, bientôt, les mesures pour combattre la discrimination qui sont liées au handicap ou à l'état de santé aussi des agents. D'ailleurs, petit spoiler, c'est le critère, l'état de santé ou le handicap, le plus invoqué par les agents dans la fonction publique. Alors, c'est effectivement le 9 mars, le webinaire sur le sujet. Alors, je vois qu'on parle de discrimination directe ou indirecte, d'appartenance vraie ou supposée. J'ai le sentiment que la discrimination n'est pas seulement la volonté d'écarter un agent parce qu'il est une femme et qu'on veut que des hommes, ou qu'il est d'origine particulière et qu'on ne veut pas, ou encore parce qu'il est affilié à un parti politique. Alors, c'est exactement ça. Alors, c'est toujours un peu plus compliqué. Vous savez bien, vous êtes dans l'administration, c'est toujours un peu compliqué de définir. Alors, d'abord, vous avez parlé de volonté d'écarter un agent au motif d'un de ces critères. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces dispositions, elles ne sanctionnent pas une volonté de discriminer un agent. La discrimination n'est pas volontaire. Sinon, l'auteur de la discrimination relèverait de la justice pénale. D'accord, donc c'est une discrimination alors non plus, indirecte. C'est ça un petit peu. Effectivement, c'est un faux ami. Alors, la discrimination directe, on en parle, aucune distinction, directe ou indirecte. Alors, la discrimination directe sera par exemple un refus de renouvellement d'un contrat fondé uniquement sur l'état de santé de la personne, sur son état de grossesse. Mais le caractère indirect d'une discrimination, ça ne veut pas dire que c'est involontaire. La discrimination directe ou indirecte est dans tous les cas certainement involontaire, sinon l'auteur peut être traduit devant la justice pénale. Et d'ailleurs, souvent les employeurs, ils tentent de se dédouaner d'une accusation de discrimination en disant je ne suis pas raciste, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas handiphobe, et c'est pas la même chose. Ils ne le sont effectivement peut-être pas, on n'en sait rien, mais ils ne le sont peut-être pas, mais leurs décisions, les décisions qu'ils prennent, le sont, et de manière directe. C'est ça une discrimination directe. Alors que la discrimination indirecte, elle va concerner plutôt une pratique qui est neutre en apparence, c'est-à-dire que la pratique ou la décision, elle ne montre aucun signe apparent de discrimination, mais son résultat est discriminatoire. En quelque sorte, c'est un petit peu au moment de son application et potentiellement de nombreuses années après son entrée en application, qu'elle génère pour une certaine catégorie de personnes une discrimination à raison de l'un des motifs prohibés par la loi. Je peux vous donner un exemple. Alors c'est la Cour de cassation qui a donné cet exemple-là par un arrêt. C'était un cas de discrimination indirecte dont était victime une agente à temps non complet. Cette agente-là, elle était affiliée pendant plusieurs années au régime général en raison de son emploi à temps non complet. À moins 28 heures, elle était affiliée au régime général. Et puis, à un moment, la CNRACL a décidé de relever le seuil d'activité de cette personne-là et elle a été affiliée à la CNRACL. Sur une période, par contre, au moment où elle a demandé sa radiation des cadres et la liquidation de ses droits à pension, elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas la possibilité d'obtenir un droit à pension en raison de sa qualité de fonctionnaire. Eh bien, la Cour de cassation a considéré qu'elle était victime d'une discrimination indirecte en raison de l'âge, car la disposition en apparence neutre, qu'était le fait d'affilier au régime général les agents qui sont les fonctionnaires qui sont à moins de 28 heures, elle est en apparence neutre, mais elle a pour effet d'exclure une proportion plus élevée de femmes du droit à pension, car 80,62% a relevé la Cour de cassation des agentes à temps non complet sont des femmes. Donc on voit bien que cette apparence neutre a créé des inégalités à raison du sexe dans son application. D'accord. Alors c'est effectivement assez compliqué de veiller que dans les directives et dans les pratiques d'éviter ce type de discrimination, alors même qu'en apparence il n'y a pas de discrimination. De la même façon, l'article 6 dont vous parlez parle d'appartenance. Oui, effectivement, supposée. On voit l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race. Effectivement, la discrimination elle peut relever d'une pratique neutre en apparence, comme on vient de le dire, dans le cas d'une discrimination indirecte, mais peut aussi s'appliquer à une situation où un agent fait l'objet d'une mesure discriminatoire
alors même qu'il n'appartient pas à une catégorie qui est visée par les critères. C'est-à-dire qu'il n'est pas de l'origine qu'on pense, mais il fait tout de même l'objet d'une discrimination pour cette raison-là. Il n'y appartient pas, mais on le suppose, et il fait l'objet d'une discrimination pour ce simple fait. C'est sanctionnable. D'accord. Pourriez-vous nous aider à identifier ce qu'est une simple discrimination afin qu'on y voit un peu plus Avec clair? plaisir, Karine. On va voir ça tout de suite, rapidement, si vous voulez. Alors, une discrimination, vous l'avez compris, hein, c'est une différence de traitement. Un traitement moins favorable d'une personne placée dans une situation comparable à une autre. C'est une différence de traitement spéciale, par contre. Hein, elle repose sur un des motifs prohibés par la loi. Comme on vient de le voir, c'est les critères de discrimination de l'article 6 et elle doit s'appliquer dans un domaine déterminé par la loi. Ce sont les trois composantes de la discrimination. Alors, ce qui veut dire qu'une différence de traitement qui ne reposerait pas sur un de ces motifs que vous venez de citer ne constitue Tout pas à une fait. discrimination. Alors, juridiquement, il y a trois éléments qui doivent permettre d'identifier une discrimination. S'ils ne sont pas réunis, ce n'en est pas une. Et comme vous l'avez dit, si jamais il y a une différence de traitement, donc un traitement moins favorable d'une personne, qui n'est pas fondé sur un des critères qu'on vient de voir de l'article 6, c'est pas une discrimination. Alors, le terme de discrimination, il est parfois utilisé de façon inappropriée pour évoquer des inégalités de traitement, des violences, des propos ou des écrits injurieux qui ne relèvent pourtant pas d'une discrimination au sens juridique du terme, puisqu'il n'y a pas de critères. D'accord. Si je peux dire, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Hein. Soit il y a critères, soit il n'y a pas de critères, et il y a une liste. Oui, exactement. Alors c'est certainement la composante de la discrimination la moins difficile à apprécier. Hein. Surtout, bon, il faut le reconnaître, en France, on est plutôt bien doté en matière de critères de discrimination, au risque, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir éventuellement rattacher l'un ou l'autre de ces critères à une même situation. Donc, on l'utilise quand on manie ces éléments-là, le critère le plus adapté pour pouvoir sanctionner, corriger une inégalité. Hein, je vais d'ailleurs vous présenter un petit peu une typologie plus constructive que cette simple liste, si vous le souhaitez. Alors, ce classement-là que je vous propose, hein, c'est d'abord les caractéristiques personnelles intangibles, que j'ai appelé comme ça. C'est l'agent, il ne peut rien y faire, il est comme ça. Ce sont des critères de discrimination contre lesquels lui-même, il ne peut pas lutter. On a l'origine, règle supposée bien entendu, parce que c'est son apparence. On a le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le handicap. Voilà. Tous ces éléments, ce sont des éléments qui sont des caractéristiques personnelles intangibles et qui composent des critères de discrimination, c'est-à-dire que l'agent ne peut rien y faire, il est comme ça. S'il en est victime, c'est une discrimination. Ensuite, moi, la deuxième catégorie de critères de discrimination que je vous propose, c'est tout ce qui correspond aux libertés individuelles et collectives, c'est-à-dire c'est toutes ces valeurs fondamentales, d'ordre constitutionnel même, sans lesquelles la société ne peut pas réellement fonctionner. Donc, le fait que quelqu'un soit discriminé à raison de sa religion, de ses opinions politiques, syndicales, ou même de ses mœurs. Alors, on a encore une troisième série de critères que là, je les ai appelés des caractéristiques évolutives. Alors, c'est des critères qui sont plus modernes. Ils sont apparus comme étant des éléments de discrimination sans que l'agent ne puisse non plus être responsable de sa situation, mais qui peut être amené à évoluer. Voilà, c'est l'état de santé, c'est la grossesse, c'est la situation de famille, la nationalité, le lieu de résidence. Ces éléments-là, ce sont aussi des critères de discrimination. Donc, voilà les trois groupes de critères qui est le premier composant. Il semble que ce que vous présentez là, les critères, ils ne figurent pas dans la liste de l'article 6 du titre 1. Effectivement, vous êtes très observatrice, Karine, puisque je vous ai présenté le texte de l'article 6 et on voit qu'il était un petit peu moins fourni que ce que je vous propose là. Alors, voilà, par exemple, les caractéristiques génétiques, les mœurs ou encore la perte d'autonomie ne figurent pas dans la loi de 83-134 parce que c'est la loi du 27 mai 2008 qui va les définir et qui est également applicable à la fonction publique et qui précise même très largement ce qu'est une discrimination. Alors, vous ne disiez pas tout. Hein. Alors, d'ailleurs, maintenant, quand on a découvert la plupart des critères qui existent, vous parliez tout à l'heure de la deuxième composante de la discrimination, qui était, il me semble, la différence de traitement dans une situation comparable. Hein. Voilà, je vous le remets. Vous voyez là, c'est effectivement une des composantes de la discrimination, le traitement moins favorable d'une personne placée dans une situation comparable à une autre. Là, on vient de voir les critères, qui est la première composante. Là, si vous voulez, effectivement, on peut voir
le fait qu'un agent soit moins bien traité en comparaison d'un agent qui relève de la même situation. Alors, ce qui veut dire que si un agent est moins bien traité qu'un autre, mais que dans que leurs situations ne sont pas comparables, on parle Exactement, pas de c'est aussi le discrimination. cas. C'est-à-dire C'est s'il n'y ça? a pas de critères, il n'y a pas de discrimination. S'il n'y a pas de traitement moins favorable, il n'y a pas de discrimination. Par exemple, je vais donner un petit exemple. Si un contractuel se plaint d'une différence de traitement en raison de son âge par rapport à un fonctionnaire, on peut considérer qu'ils ne sont pas dans la même situation. L'un est contractuel, l'autre est fonctionnaire. D'accord. Alors, par contre, s'ils sont dans la même situation, là, c'est à coup sûr de Alors, la vous discrimination. savez comment ça se passe en général, il y a beaucoup d'exceptions. Alors, s'ils sont placés dans la même situation et qu'il y a un critère de discrimination, eh bien, pas forcément, c'est pas forcément à tous les coups une discrimination. Puisque si un agent est discriminé en raison d'un critère prohibé par rapport à un autre agent qui est placé dans une situation identique, la différence de traitement, la discrimination, elle peut se justifier par ce qu'on appelle une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. Je vais vous donner un exemple très simple, hein, c'est l'exemple qu'on cite souvent, c'est celui du pilote d'avion qui est atteint de cécité. Il sera discriminé en raison de son handicap ou de son état de santé, puisqu'il ne voit plus. Mais cette différence de traitement, elle s'expliquera par l'exigence professionnelle essentielle et déterminante qu'il ne pilote pas un avion, puisque sinon, c'est à coup sûr le crash. Il y a un autre exemple que je peux vous donner à travers la jurisprudence, c'est la limite d'âge. La limite d'âge peut donner lieu à des considérations sur la vigilance, la concentration, la vivacité. Et si on fait Ah, on a perdu Gaëtan. Je vous demande 2 petites minutes. c'est bon? Ah, Ouais. on a eu un petit bug. Hein. Tu peux relancer. Très bien. C'est reparti. Désolé. Et les aléas du direct. Voilà. On en était là. Donc on était. Voilà. Donc j'étais en train de vous parler de cette exigence professionnelle essentielle et déterminante qui reposait notamment sur une limite d'âge, c'est-à-dire que on va imposer une limite d'âge pour l'accès à certains métiers. Donc là, on a l'ingénieur de contrôle de la navigation, mais on a aussi des agents de police qui sont destinés à assumer des fonctions opérationnelles. On va leur fixer une limite d'âge parce que ils ont besoin, dans l'exercice de leur fonction, de faire preuve de vigilance, de concentration, de vivacité. C'est donc cette limite d'âge, même si elle est discriminatoire, une exigence professionnelle essentielle et déterminante qui justifie cette différence de traitement. Alors, je pense que beaucoup ne seraient pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Hein. On peut quand même avoir un certain âge et pour effectivement, en fin de compte, je suis d'accord avec vous. Moi, là, je vous ai donné la position du juge. Hein, c'est même pour ça que vous voyez là qu'en fin de compte, on tend un petit peu à réduire toutes ces conditions d'âge et d'aptitude physique. Elles sont de plus en plus supprimées puisque effectivement ne se justifient plus. Comme vous le dites, Karine, c'est pas nécessairement l'âge qui conditionne la vivacité d'un agent ou d'un candidat. Si satisfait aux tests éventuellement de santé ou aux tests de vivacité, je ne sais pas comment on peut les réaliser par un expert, je ne vois pas ce qui peut justifier qu'un tel candidat soit écarté d'emblée juste en raison de son âge. Souvenez-vous des lignes directrices de gestion, on avait dit que l'ancienneté d'un agent n'était pas nécessairement le reflet de sa compétence professionnelle. Et c'est la même chose, mais dans l'autre sens. On ne peut pas supposer qu'un agent, en raison de son âge, en raison de son ancienneté, il ait une vivacité qui soit inférieure à un autre. Et le faire, ce serait le discriminer. Alors là, comme vous voyez, on a l'âge et l'aptitude physique, mais on a aussi les convictions religieuses. En raison du principe de laïcité et de neutralité, on interdit l'expression des signes religieux et cette neutralité-là est une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour exercer certaines fonctions. On a aussi l'exemple de la nationalité. La nationalité pour accéder à la fonction publique en tant que titulaire, bien entendu. Eh bien, la nationalité est, normalement, il faut détenir la nationalité intra-européenne, nationalité des pays européens, pour pouvoir exercer dans la fonction publique en tant que titulaire. Par contre, aucune condition de nationalité n'est opposable dans le cadre d'un recrutement de contractuel, sous réserve
des emplois dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou qu'ils ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. En gros, si les emplois de contractuels exigeaient des prérogatives de puissance publique, l'interdiction pour une personne extra-européenne de les occuper constituerait… Ça doit être une exigence professionnelle Super, essentielle Karine, et déterminante exactement. à la fin de la phrase. Hein. Je pense que vous avez tout compris. Et donc, puisque maintenant vous avez tout compris aux critères de discrimination et au fait que ça repose sur une différence de traitement, bien qu'il y ait une exigence professionnelle essentielle et déterminante qui puisse permettre de l'estomper, on va voir le troisième composant. Donc, je vous rappelle un petit peu rapidement la définition. On a vu le traitement moins favorable, on a vu le critère. La troisième composante, c'est dans un domaine qui est déterminé par la loi. C'est la composante la plus simple. La discrimination doit reposer sur un critère et moins favorable, sur un traitement moins favorable et sur un critère, mais s'exercer aussi dans un domaine particulier. En l'occurrence, l'emploi. Et à toutes les étapes du parcours professionnel. Le recrutement, l'avancement, la rémunération, la radiation des cadres. D'accord, alors si je résume, pour que l'administration qualifie une situation de discriminatoire, il est nécessaire qu'on soit en présence d'un critère prohibé, que la rupture d'égalité soit constatée à situation comparable et qu'elle s'exerce à une étape du parcours. C'est exactement ça. Hein, Toute discrimination repose sur ces trois éléments-là et les champs du parcours professionnel, c'est tout ce que je viens de vous citer rapidement et que vous voyez défiler devant votre écran. C'est la rémunération, la formation, l'affectation, etc. Du début à la fin de la carrière, mais c'est effectivement totalement ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment fait l'administration? Eh bien, là, c'est une très bonne question puisque c'est une autre avancée qui est introduite par la loi de transformation et que je vous avais annoncé tout à l'heure. C'est la procédure de dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Alors, les administrations n'avaient pas déjà des dispositifs pour recueillir les plaintes ou traiter Si, et souvent d'ailleurs, souvent quand on leur parle de ce dispositif, ils nous disent que ils ont déjà quelque chose, mais c'est pas exactement ça. Désormais, depuis le décret qu'il a mis en place, qu'on va voir, une procédure précise, elle est venue aider les administrations à rédiger un arbre un petit peu des causes qui leur permet de définir, d'orienter, etc. Et surtout, à ce qu'ils apportent une réponse adaptée à ce type de signalement. Car la discrimination ou même, on va le voir après, le harcèlement, ne sont pas constitués que par des décisions ou des actions, mais aussi éventuellement par une inaction. Et comme il devait être mis en place par chaque administration au 1er mai 2020, normalement, on est certain, désormais avec cette procédure normalement, que chaque administration dispose d'une procédure claire et qu'elle oriente de manière adéquate les victimes. Alors c'est le décret du 13 mars 2020 qui l'a prévu, je vous le rappelle encore une fois, c'est normalement ça devait être mis en place dès le 1er mai 2020 cette procédure-là. Donc la procédure de ce dispositif de signalement, c'est d'abord une décision qui est prise par l'administration après information des instances paritaires et qui prévoit alors d'abord les modalités de recueil des signalements des agents. Ensuite, toutes les mesures d'orientation et de soutien qui sont proposées aux agents qui s'estiment victimes. Et puis ensuite, dans cette procédure, doit être prévu tout le circuit de transmission à l'autorité qui peut ensuite octroyer une mesure de protection fonctionnelle appropriée ou, avant cette mesure de protection, éventuellement diligenter une enquête pour traiter les faits qui lui sont rapportés. C'est vrai que cette procédure, elle semble très bien tracée, de prévoir la procédure du constat jusqu'à la prise en charge de l'agent. Mais si j'imagine que l'administration doit définir par elle-même les circuits, les traitements appropriés, il y a peut-être une oui, exactement, Karine. Le texte précise ce qui est obligatoire et vers quoi doit tendre la procédure, mais l'administration peut encore ici innover pour traiter ces situations si ces mesures répondent aux exigences qui sont fixées par la procédure et par le traitement concret des faits. Alors, jusque-là, nous parlions de discrimination.
donc, il me semble que ce dispositif, il permet de traiter une situation de discrimination une fois qu'on l'a qualifiée selon les critères juridiques que vous nous avez montrés tout à l'heure. Mais je vois que ce dispositif s'applique aussi au harcèlement moral ou sexuel et aux agissements sexistes. Est-ce que vous pouvez nous aider également à qualifier le harcèlement, parce que c'est quand même une situation particulière et il est bon d'avoir une qualification précise. Exactement. Alors voilà, j'ai faits. gardé le meilleur pour la fin et c'est pas le plus facile non plus de bien définir, de bien cerner ce qu'est le harcèlement. Mais si vous le voulez, maintenant on peut le voir. Donc cette procédure, elle permet également de rapporter des éléments propres au harcèlement. Alors je vous propose la définition du harcèlement. Alors c'est difficile d'objectiver une situation de harcèlement, mais on voit que dans cette définition reprise par l'article 6 quinquies de la loi 83-634, on a des agissements répétés, les composants de la même façon que ce qu'on a fait avec la discrimination, on a plusieurs composants qui permettent d'objectiver la définition. On a les agissements répétés, on a une dégradation des conditions de travail, et ces éléments doivent porter atteinte à la fois au droit, à la dignité et à la santé des agents. D'accord. Alors, comme vous le dites, ça paraît simple, si je puis dire les choses comme ça. Alors, effectivement, dans les faits, ça. on a toujours des définitions juridiques bien propres et bien tracées. Dans les faits, on sait jamais exactement si on va remplir les cases, même si on a des éléments objectifs. Donc, comme on l'a fait pour la discrimination, comme je vous le disais, si vous le souhaitez, si vous voulez bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre chacune de ces composantes-là et on va voir ce que ça recouvre pour pouvoir définir précisément le harcèlement moral. Alors, je vous le disais, d'abord, on a le caractère répété des agissements. Ce qui veut dire que, à contrario, le caractère isolé des agissements fait obstacle à leur qualification de harcèlement moral. On a de la jurisprudence encore récente sur le fait que les agissements doivent être répétés pour pouvoir être qualifiés de harcèlement moral. Alors, il y a une petite atténuation en la matière rapidement, notamment en matière de harcèlement discriminatoire. On va voir juste après. Le juge judiciaire, c'est vraiment le juge judiciaire, c'est une cour d'appel de Paris, je crois. Il a pu reconnaître qu'un harcèlement moral pouvait être constitué par un fait unique dès lors qu'il y avait un aspect discriminatoire. En l'occurrence, c'était une photo d'un primate qui avait été affichée dans une salle de repos et qui portait le prénom d'un salarié qui avait une couleur de peau définie. Et la cour d'appel a considéré que cet incident avait eu pour effet de porter atteinte à la dignité du salarié et de créer, même de manière isolée, un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant. Et donc, juste cet élément isolé permettait de qualifier ce fait de harcèlement. Alors après, on a aussi, dans le fait que ces agissements doivent être répétés, on a le fait que ce sont éventuellement des propos blessants et comminatoires, mais le fait que juste ces propos, s'ils restent isolés, ne peuvent pas revêtir le caractère d'agissement répété qui conditionne la définition de harcèlement moral. Voilà cette première composante, c'est le caractère répété des agissements. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a la deuxième composante, c'est la dégradation des conditions de travail. Alors, la dégradation des conditions de travail, qui veut dire que ça doit s'exercer exclusivement dans le cadre professionnel, et par contre, ça doit être différent de la souffrance au travail. C'est-à-dire qu'à la fois, ça doit s'exercer dans la sphère professionnelle. Là, comme vous voyez, la Cour administrative d'appel de Marseille a pu considérer que ce qui était subi en dehors du service ne peut pas dégrader les conditions de travail. Alors après, je sais que dans la réalité, c'est pas forcément toujours tout blanc ou tout noir, mais en l'occurrence, ça ne peut pas être extérieur. Alors ensuite, ça peut pas non plus être de la souffrance au travail. Comme je vous le dis, des éléments de contexte ou d'organisation ne peuvent pas générer une souffrance au travail très susceptible d'être qualifiée de harcèlement moral. Ça peut être de la souffrance au travail, mais ce n'est pas pour autant du harcèlement moral. Alors, dans la définition du harcèlement moral, on parle d'agissements qui ont pour effet, pour objet, la dégradation des conditions de travail. Vous vous souvenez, la définition que je vous ai posée juste avant. Les agissements, ce qui veut dire que les agissements ont pour conséquence principale la dégradation des conditions de travail de l'agent, même si ce ne sont pas les effets qui sont recherchés par l'auteur.
D'accord. Donc, c'est comme pour la discrimination. Il n'y a pas Tout à fait. nécessairement Ça doit d'aspect avoir volontaire. pour effet ou pour objet de créer ce harcèlement. D'accord. Et la troisième composante, c'est l'atteinte au Exactement, c'est droit et exactement à la ça. dignité, hein, c'est ça? Donc, je vous propose qu'on voit tout de suite. Hein, c'est les trois effets principaux du harcèlement moral. Alors, les trois effets principaux qui, pour effet ou pour objet, encore une fois, je le rappelle, hein, c'est on pour effet, c'est-à-dire que ça peut être involontaire, ou pour objet, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a une recherche, une manœuvre dolosive qui est faite à l'intention de l'agent. Donc, c'est l'atteinte au droit et à la dignité, l'altération de la santé, ou même hein, le fait que l'avenir professionnel de l'agent soit compromis par ces agissements. Alors, ce caractère, il permet de montrer la gravité de l'impact des agissements, hein, qui soient profondément blessants, atteinte au droit à la dignité, qui causent une pathologie physique ou psychique, ou encore qu'ils aient un effet sur la situation professionnelle de l'agent, notamment en matière de notation ou si jamais il est placardisé. Alors, ce sont des sujets éminemment sensibles et complexes, mais alors, dès lors que l'administration a défini le harcèlement, éventuellement après enquête, mise en place par la procédure, Alors, elle peut d'alerte, notamment qu'est-ce qu'elle mettre fait? en place, c'est un petit peu la chose qui est rappelée dans le cadre de la procédure d'alerte qu'on vient de voir, elle peut mettre notamment en place une mesure de protection fonctionnelle comme c'est prévu par le texte. Hein. Un agent qui est victime de harcèlement moral doit bénéficier de la protection fonctionnelle s'il en remplit les conditions. C'est-à-dire que le juge devant lequel est contesté le refus d'octroi de la protection fonctionnelle va étudier s'il la demande au titre du harcèlement moral dont il ferait l'objet, il va étudier si effectivement l'agent a fait l'objet de ce harcèlement. Si jamais la protection fonctionnelle n'est pas octroyée à l'agent qui en a fait la demande et qui en remplissait les conditions, notamment être victime d'un harcèlement moral, la responsabilité de l'administration peut être engagée et le juge hein, peut même enjoindre un employeur de reconnaître, de reconnaître le harcèlement moral, mais aussi d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent. D'accord. Alors, on vient de voir, on parlait là de harcèlement moral, ce qu'il définit, mais la procédure d'alerte dont vous nous avez parlé, elle fait état également d'harcèlement sexuel. Est-ce qu'on peut le définir pour Alors être oui, clair sur cette notion c'est aussi? intéressant parce que du coup, on est dans le cadre d'un harcèlement aussi, hein, comme le harcèlement moral est une part du harcèlement. Alors le harcèlement sexuel, il faut bien comprendre d'abord le harcèlement moral avant d'aborder le harcèlement sexuel. Et avant d'entrer dans la définition matérielle du harcèlement sexuel, c'est ce qu'on vient de voir, c'est d'abord la discrimination, puis ensuite le harcèlement. Eh bien, le harcèlement sexuel peut être défini comme des agissements de harcèlement qui prennent une teinte discriminatoire. C'est-à-dire que c'est des agissements qui peuvent relever du harcèlement, mais à raison d'un critère de discrimination, notamment de l'identité de genre. C'est pour ça que c'est du harcèlement sexuel. Alors pourquoi on ne dit pas tout Alors effectivement, harcèlement dans sexuel, le langage courant, on en parle beaucoup hein, ces dernières années. Vous devez en entendre beaucoup parler dans les médias, notamment, mais aussi dans beaucoup de procédures, le harcèlement sexuel est le terme qui est souvent utilisé. Mais c'est vrai que juridiquement, c'est des agissements de harcèlement discriminatoire à raison du critère de l'identité de genre. Alors, c'est pompeux et on va parler de harcèlement sexuel. Mais ce harcèlement-là, c'est bien des agissements de harcèlement qui sont discriminatoires et à raison du critère de l'identité de genre qui le définit juridiquement. D'accord, donc c'est pour ça que c'est important de voir ce que ça recouvre hein, pour qu'il n'y ait pas Oui, d'ambiguïté. exactement. Alors on l'a vu avec la sur ce qu'il y a discrimination, derrière on ces l'a vu avec le termes-là. harcèlement moral, avec le harcèlement sexuel, c'est pareil. C'est important de bien définir les composantes pour savoir de quoi on parle et pour ne pas appeler les choses par d'autres termes. Alors, comme je vous le disais, hein, ce sont les mêmes composantes que pour le harcèlement moral et pour la discrimination. Hein, le critère prohibé. Hein, le critère prohibé, c'est la discrimination à raison du sexe, hein, éventuellement un agissement sexiste, et le cas échéant, des violences.
Et alors du coup, le harcèlement sexuel, est-ce qu'on peut dire que c'est un comportement indécent à l'égard de l'autre sexe en vue d'obtenir des faveurs sexuelles? Alors, C'est ça c'est ça, c'est qu'il faut qu'effectivement, ça peut entendre. être un comportement indécent, persistant, hein, des propos déplacés qui visent à obtenir des faveurs sexuelles. Là, on le voit dans cette espèce du Conseil d'État du 15 janvier 2014, le fait que l'agent, effectivement, a fait l'objet d'un comportement indécent persistant, malgré une première mise en garde dans son précédent poste. Il avait tenu des propos déplacés, hein, qui visaient à obtenir des faveurs sexuelles, accompagné de certains gestes, etc. Et surtout, hein, le rapport du médecin de prévention faisait état de la souffrance de l'intéressé. Donc on est bien dans les composantes du harcèlement, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation à la fois des conditions de travail, mais aussi de l'état de santé de l'agent, en raison de ces éléments-là, et en raison de ces éléments-là, qui reposent sur un critère de discrimination, celui du genre. Alors, c'est pas forcément qu'un comportement indécent à l'égard de l'autre sexe, ou le fait d'obtenir des faveurs sexuelles, hein. Ça peut être surtout, et je vais vous le dire, et je vais vous le donner maintenant, on a deux types de harcèlement sexuel. On a le fait d'imposer des propos ou des comportements qui portent atteinte à la dignité de l'agent ou qui créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Vous vous rappelez que le harcèlement moral, ce sont des agissements répétés. Je vous avais dit que dans le cas d'une cour administrative, d'une cour d'appel du judiciaire, dans le cas d'un harcèlement discriminatoire, ce caractère répété n'était pas nécessaire. Et en matière de harcèlement sexuel, le juge, en général, ne conditionne pas nécessairement la reconnaissance de ce harcèlement sexuel à une condition de répétition des actes, mais il exige simplement que les faits ont été commis au moins à 2 reprises. Alors, c'est pas en dessous des 2 ou au-dessus des 2, mais il y a un petit peu ce critère-là qui revient, c'est-à-dire que c'est pas exactement des agissements répétés, mais quand même, ça dépend de leur gravité. Alors, après, on a ce caractère répété d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent. Encore une fois, on a cet aspect réel ou apparent, c'est-à-dire que même si la personne ne le cherche pas, mais a ces agissements-là, eh bien, ces agissements-là ont pour effet de dégrader l'état de santé, les conditions de travail d'un agent, et ils peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel. Alors, on use de toute forme de pression grave pour obtenir des actes de nature sexuelle au profit de l'auteur ou même au profit d'un tiers. Ça peut être pour quelqu'un d'autre, même s'il n'y a pas de relation hiérarchique entre l'auteur et la victime. D'accord. Et alors, est-ce que les effectivement, les comportements, ils peuvent être effectivement de toute nature. On a vraiment le fait que ces comportements-là, il peut être des attitudes, des regards insistants, ça pourrait être qualifié de harcèlement sexuel si c'est vraiment des choses qui remplissent les conditions, les critères du harcèlement et qui sont faits en raison du sexe de la personne. Alors, je crois que ça peut être intéressant aussi d'avoir quelques précisions sur Alors, effectivement, vous avez raison, avec Karine, puisque la procédure de signalement nous parle bien d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissement sexiste. C'est pour ça que ça peut être intéressant qu'on voit ensemble ce qu'est ces agissements sexistes. Alors, le harcèlement sexuel, c'est un agissement sexiste, mais un agissement sexiste n'est pas nécessairement du harcèlement sexuel. Tout agissement qui est lié au sexe d'une personne et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, peut être qualifié d'agissement sexiste. Et si vous voulez même, pour finir cette présentation générale sur l'égalité femmes-hommes, je peux vous proposer des exemples de phrases sexistes qui semblent ou qui semblaient à une certaine époque plutôt ordinaires et qui aujourd'hui peuvent être qualifiées d'agissement sexiste. Alors, c'est des éléments qui sont issus du rapport du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur le sexisme dans le monde du travail, et notamment ça peut faire éventuellement l'objet d'un affichage dans les lieux de convivialité des administrations. Alors on voit que c'est à la fois les remarques, les blagues sexistes qui visent à dissimuler un sexisme sous le masque de l'humour. C'est toutes ces petites incivilités qui peuvent être la marque de comportement sexiste. C'est l'obligation de se conformer aux stéréotypes de sexe, c'est toutes les interpellations familières,
tous ces petits éléments de séduction qui sexualisent les rapports, la valorisation des spécificités complémentaires d'un sexe par rapport à l'autre, c'est-à-dire les hommes ils sont bons en mécanique et les femmes elles sont bonnes en cuisine, et puis après on a toutes ces considérations sexistes sur la maternité et les charges de famille qui peuvent être également des manifestations un petit peu de ce sexisme ordinaire dont beaucoup de femmes ont fait l'objet dans leurs administrations et qui pourrait prendre fin puisque ça doit être qualifié de agissement sexiste. Alors tout ça, c'est une très bonne chose. Et en outre, les discriminations et le harcèlement, c'est également contre ce type de comportements ordinaires qui sont peut-être encore trop fréquents. Exactement. C'est aussi contre ces petits agissements-là que la procédure d'alerte contre les violences, contre le sexisme, contre le harcèlement, contre la discrimination, elle essaye de mettre fin et elle essaye d'y mettre fin. C'est-à-dire que s'ils ont été observés, eh bien, on les sanctionne rapidement, on les tue dans l'œuf. Mais on peut aussi prévenir ce type de comportement, puisque le fait de les prévenir, le fait éventuellement, comme je vous le disais, d'afficher cette liste de petits comportements, peut-être des gens pourraient s'y reconnaître, soit ils ont été auteurs, soit ils ont été victimes, eh bien, le fait qu'ils sachent que c'est une manifestation d'un sexisme, à ce moment-là, ça pourrait tendre à ce qu'ils se remettent en question, qu'ils arrêtent ces comportements, et au final, à terme, tendre à diminuer les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, puisque ça pourra permettre à tout le monde de travailler sur une base plutôt égale. Voilà. D'accord. Du coup, donc Gaëtan, vous avez terminé la présentation sur ce sujet. Donc, c'est important de repréciser les termes aussi pour que chacun sache quels sont leurs droits au vu de la qualification de certains actes, que ce soit du point de vue des agents ou du point de vue des administrations. Donc ça, je pense que c'était très important de revenir là-dessus et de voir en quoi aussi la loi de transformation a modifié ou a complété les dispositions. Peut-être, Florent, je ne sais pas si tu peux nous rejoindre en visuel. Toujours est-il sur le chat, je ne sais pas si tu as eu la possibilité de répondre au fur et à mesure. Alors oui, je peux avoir du mal à le faire. Alors, on a quelques questions. A priori, quelle est l'administration concernée par l'exemple qui a été cité? Alors, c'est vrai que là, du coup, je ne vois pas exactement l'exemple cité. Si vous voulez préciser votre question, n'hésitez pas, on pourra voir. Alors, est-ce que les CHSCT ou les comités sociaux d'administration sont compétents à se saisir de l'application effective du plan annuel? Alors, bien entendu, le fait que le comité social d'administration soit saisi pour se prononcer sur le plan annuel, c'est déjà une première chose en amont qui évite. Et puis après, sur l'application effective, éventuellement, les représentants du personnel, effectivement, peuvent en discuter. Et puis, il y a des bilans qui seront effectués régulièrement pour pouvoir revenir sur les mesures qui ont été mises en application et qui devront être corrigées, qui devront être améliorées au fil du temps. Donc effectivement, c'est les représentants du personnel qui devront en discuter pour pouvoir voir si ces mesures sont effectives. Alors, pour la fonction publique d'État, le plan il est piloté au niveau national. Oui, a priori, c'est quelque chose qui est fait en administration centrale. Après, il me semble que en déconcentré, il pourrait y avoir un petit peu sur le même mode que une directrice de gestion, une application plus locale. C'est des correctifs qui doivent être appliqués au terme d'un bilan effectué en interne. Effectivement, on peut éventuellement appliquer ces éléments-là. Alors après, on a d'autres questions. Est-ce que l'agent victime peut se prévaloir de la protection fonctionnelle, y compris en situation de télétravail? Eh bien, alors, dès lors que il a été victime d'un élément qui permet de rentrer dans le bénéfice de la protection fonctionnelle, oui, a priori,
il n'y a rien qui l'empêche. Ça, c'est certain. Que l'agent victime peut se prévaloir de la protection fonctionnelle, même s'il est en situation de télétravail. En situation de télétravail, il est en situation de travail. Du coup, il peut demander le bénéfice de la protection fonctionnelle. Alors, une question sur le fait que c'était plus par rapport à la discrimination nationalité et sur la règle, cette exigence professionnelle essentielle et déterminante du fait que un agent titulaire de la fonction publique ne peut qu'être de nationalité européenne, effectivement, même si un agent a effectué de nombreuses années en tant que contractuel et a la nationalité extra-européenne, il ne pourra pas accéder au statut de fonctionnaire puisque c'est une condition posée par c'est l'article 5 de la loi 83/64, la nationalité, et effectivement, on peut le considérer comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante, puisque discriminer quelqu'un à raison de sa nationalité, c'est une discrimination, mais ça répond à cette exception. Alors, en cas de harcèlement, il y a la protection fonctionnelle, mais aussi une possibilité de soutien psychologique. Exactement, c'est un peu le but de cette procédure d'alerte, c'est-à-dire que la protection fonctionnelle, c'est un petit peu la chose qui est identifiée par la réglementation. Dans la jurisprudence, c'est aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un élément qui, si jamais le juge constate et définit le harcèlement moral, eh bien, dans ce cas-là, l'agent pourra se voir octroyer la protection fonctionnelle, mais la procédure d'alerte prévoit aussi d'autres cas, notamment cette possibilité de soutien psychologique, parce que l'administration devra envisager l'orientation des agents vers les autorités compétentes, vers les experts compétents, donc notamment le soutien psychologique dont un agent pourrait avoir besoin en raison des faits dont il a été victime et de ce qu'il faut mettre en place pour lui assurer soit de réintégrer son emploi, soit de pouvoir continuer à effectuer ses fonctions avec sérénité. Alors, est-ce que l'employeur peut suspendre ou écarter un agent maltraitant sans attendre le résultat de l'enquête administrative ou la condamnation par le tribunal civil? Alors, là, il y a plusieurs éléments dans cette question. Dans la procédure, on ne parle pas nécessairement de sanctions. Alors là, on parle un petit peu de sanctions disciplinaires, mais pas vraiment. Alors, le fait de suspendre un agent, effectivement, on peut suspendre de manière conservatoire un agent si on a constaté des faits, et puis dans l'attente de saisir le conseil de discipline, dans l'attente de pouvoir de convoquer le conseil de discipline, donc de faire une enquête, etc. Alors, on n'attend pas forcément le résultat de l'enquête administrative, mais si l'enquête administrative établit le contraire de ce qui avait été donné, eh bien, on peut mettre fin à la suspension conservatoire de l'agent et à ce moment-là le réintégrer sans aller plus loin dans la procédure disciplinaire. Le fait qu'il ait été condamné par un tribunal répressif, j'imagine plutôt, par une juridiction répressive, ne va pas nécessairement conditionner le suivi de la procédure par l'administration. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tenus. Mais par contre, vous m'entendez? Très bien. Alors, par contre, comme je vous le disais, c'est le fait que un tribunal répressif ait qualifié des faits dans le cadre des fonctions. Cette qualification-là, si jamais le jugement a été rendu et si jamais l'agent qui est jugé comme étant un individu et une sanction pénale, si jamais il n'a pas contesté ce jugement qui a été rendu par le tribunal répressif, eh bien, les faits sont considérés comme acquis. Du coup, l'administration pourra les utiliser pour considérer, dans le cas d'une procédure disciplinaire, qu'ils ont été effectivement, ils ont vraiment été réalisés par l'agent. Alors, les sanctions prévues à l'encontre de l'administration lorsque l'agent n'a pas reçu le soutien demandé suite à une situation reconnue de harcèlement. Eh bien, là, c'est intéressant puisque effectivement, on parle d'inaction de l'administration, c'est-à-dire que l'administration n'a pas suffisamment protégé. Eh bien, dans ce cas-là, le juge va, si par exemple l'agent il n'a pas bénéficié d'une protection fonctionnelle suffisante, eh bien, on va indemniser le préjudice qui en découle du fait qu'il n'a pas reçu cette protection suffisante. On va voir un petit peu tous les dommages, tous les chefs de préjudice qui découlent de cette inaction-là. Donc, on va plutôt être sur les dommages moraux, mais on peut aussi très bien considérer qu'il y a du dommage
matériel dans ces éléments. Alors, des sanctions prévues à l'encontre de l'administration, c'est pas vraiment une sanction, hein, ça va plutôt être une réparation, puisque en matière de harcèlement, mais en matière de discrimination aussi, hein, on est plutôt dans un domaine de la responsabilité de l'administration et donc la réparation du préjudice subi par un agent. Alors, dans les autres questions, est-ce que le juge administratif a envisagé caractère isolé pour conclure avec son de harcèlement moral? C'est très intéressant cette question, puisque effectivement, à ma connaissance, jusque-là, non, le juge administratif, il n'a jamais envisagé le caractère isolé pour le harcèlement moral. Alors, comme je vous le disais, le harcèlement moral, c'est vraiment des agissements qui sont répétés. Le caractère isolé de l'agissement peut éventuellement être qualifié si jamais il y a un aspect discriminatoire. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a un aspect de gravité tel que l'agissement les agissements qui sont qualifiés de harcèlement créent des situations qui sont intimidantes, hostiles ou offensantes. C'est-à-dire que ça vraiment en raison de ces critères intangibles que je vous ai cités tout à l'heure par rapport à la discrimination, c'est qu'une personne fait l'objet d'un harcèlement, même de manière isolée, mais par rapport à un caractère intangible, c'est-à-dire par rapport à On a perdu Gaëtan. Malheureusement, Florent ne peut pas nous rejoindre. Je vais rentrer dans l'ordre tout de suite. Voilà. Très bien, j'ai sauté régulièrement. Très bien, je crois que ah non, on n'a pas fait le tour des questions. Alors, on a des témoignages aussi. Alors, que faire quand l'employeur harceleur ne se reconnaît pas comme tel et indique à l'agent plaignant que ce n'est pas du harcèlement? Alors, c'est une question intéressante parce que souvent, on se pose la question de savoir est-ce que c'est bien nécessaire de définir le harcèlement en tant qu'employeur? Certains pensent qu'il n'y a que le juge qui va définir le harcèlement. Eh bien non, le harcèlement permet d'abord de pouvoir ouvrir la possibilité, à travers notamment le dispositif d'alerte que je vous ai présenté, donc octroyer la protection fonctionnelle à un agent, mettre en place une enquête, etc., le distinguer éventuellement d'une souffrance au travail. Si par contre, et c'est la question que vous posez, l'employeur, alors l'employeur harceleur ou en tout cas l'administration qui ne protège pas suffisamment, etc., ne reconnaît pas en tant que tel, eh bien à ce moment-là, l'agent pourra d'abord peut-être faire valoir, c'est de demander au représentant du personnel de porter un petit peu sa réclamation pour qu'elle puisse être étudiée, puisque s'il y a une situation de harcèlement dans un service, le comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail, le CHSCT, va pouvoir intervenir pour essayer d'alerter l'administration, éventuellement mettre en place un dispositif d'expertise du service avec un expert qui sera désigné, etc., pour pouvoir constater cette situation de harcèlement, s'il y a un harceleur. Et puis ensuite, si jamais l'administration ne reconnaît pas ou qu'on n'est pas passé par cette procédure, l'agent il pourra déposer un recours contentieux pour engager la responsabilité de l'employeur qui se sera rendu coupable, alors soit en n'agissant pas, soit en ayant commis ces actes de harcèlement. Oui, alors on a un autre témoignage encore, un établissement public, rédiger un plan pour l'établissement. Oui, voilà, c'est ça, c'est que vous rédigez un plan, parce que ce plan d'action pluriannuel, plan d'action vraiment, il doit reposer sur des considérations précises, des considérations locales. Il doit effectivement, si jamais en administration centrale, il y a un plan qui est pris, eh bien, il peut être décliné en local pour pouvoir compenser les inégalités, puisque chaque établissement public peut être différent, que ce soit par la nature des fonctions qu'il exerce, il peut y avoir plus de femmes que d'hommes, ou que ce soit, voilà. Par exemple, je vais vous citer deux exemples d'autorité administrative indépendante. Par exemple, le défenseur des droits, il y a 80% de femmes de par la nature des fonctions. Par contre, une autorité administrative indépendante telle que l'autorité de sûreté nucléaire, eh bien, il y a plus d'hommes. Alors peut-être pas 80% d'hommes, mais il y a une majorité d'hommes. Eh bien, dans ce cas-là, le plan pluriannuel ne prendra pas la même forme et sera appliqué de différentes façons, et on
n'interviendra pas sur les mêmes sujets. Du coup, effectivement, en quelque sorte, en local, alors, le fait est que je cite des autorités administratives indépendantes qui n'ont pas, qui ont juste un ministère de tutelle, mais qui n'ont pas d'administration centrale. Mais je vous cite un exemple qui me paraît assez parlant et qui peut nous permettre de voir que effectivement, il faut décliner des plans pour les établissements. Alors, est-ce qu'une situation de harcèlement sexuel sur le lieu de travail doit être donnée lieu à reconnaissance de l'imputabilité au service suite à une déclaration d'accident de service? Bien, le harcèlement en matière de reconnaissance de l'imputabilité au service, c'est toujours quelque chose qui est invoqué. Hein. Alors après, oui, effectivement, si l'agent, alors à voir si c'est une pathologie, hein, parce que là vous me parlez de déclaration d'accident de service, c'est que en matière d'accident de service, on n'est pas dans le même sujet, hein, le fait de reconnaître le harcèlement sexuel et le fait que éventuellement il y ait après une imputabilité au service ou qu'il y ait une prise en charge des séquelles de cet accident. C'est-à-dire que on peut pas faire un lien direct, hein, entre le harcèlement et l'imputabilité. C'est toujours quelque chose d'assez compliqué. En plus là, vous parlez d'accident de service. Il faut vraiment voir si il y a en matière d'accident de service, d'imputabilité au service en général, que ce soit une maladie contractée en service ou un accident. Il faut toujours voir si en matière d'accident il y a un événement matériel, s'il est rattaché au service. Ensuite, voilà. Donc si l'agent il a subi des faits qui sont susceptibles d'être reconnus comme accident de service, donc pendant le temps et le lieu du service, matériel, etc., il y aura une imputabilité. Et c'est pas nécessairement parce que c'est un harcèlement sexuel que ce sera reconnu imputable au service. Alors ensuite, je vois une dernière question sur un agent qui est accusé injustement donc de harcèlement, j'imagine. Tout dépend, hein, de si s'il considère, hein, que c'est toujours un problème. En plus, en la matière, c'est toujours un grand débat parce que la charge de la preuve, elle va dans le sens des victimes. C'est-à-dire que la personne qui s'estime victime d'une discrimination, si elle apporte des éléments suffisants qui permettent de l'établir, dans ce cas-là, ce sera à l'administration d'établir les éléments inverses, c'est-à-dire de considérer que elle a fait tout ce qu'il fallait et que la procédure qu'elle a suivie ou les éléments de fait ne peuvent pas revêtir le caractère d'un harcèlement. Du coup, cette charge de la preuve peut, comme elle bénéficie à l'agent qui est victime, eh bien l'agent qui est potentiellement l'auteur ou en tout cas qui est attaqué comme étant l'auteur, dans ce cas-là, il y a un petit peu quelque chose qui va le qualifier un petit peu, qui va rester, qui va traîner. Donc le recours qui dispose, je sais pas, peut-être que si jamais ça y est, c'est parti trop loin, une éventuelle diffamation, même si c'est compliqué, hein, parce que là du coup, faut voir dans quelle manière il a été accusé, etc. Si vraiment on a suivi la procédure, pas nécessairement un recours, mais en tout cas à terme, l'administration pourra établir, pourra diffuser, pourra peut-être déclarer qu'il n'y a pas eu de harcèlement pour telle raison, et à ce moment-là, faire en sorte que l'agent soit un petit peu réhabilité, parce que je pense que c'est le sens aussi de votre question, réhabilité pour dire qu'il a été accusé injustement. Mais bon là, sur une phrase, ça peut être compliqué, il faut peut-être voir en détail ce qu'il en est. Voilà, alors du coup, je crois que on a répondu un petit peu à tous les éléments qui nous sont posés. Alors, encore une question. Ouais, sont inscrits référents axe 5 CHSCT. Est-ce qu'il y a une lettre de mission du référent dans cet accord et un temps de travail dédié? Alors, dans le cadre de ces référents, oui, parce que s'il y a un référent, il y aura nécessairement une lettre de mission qui sera faite. Après, un temps de travail dédié, on doit nécessairement lui accorder déjà un temps de formation et ensuite lui permettre d'accomplir ses fonctions. Hein, le fait qu'il ait été nommé référent implique nécessairement ces éléments-là. Oui, donc je peux répondre comme ça à brûle pour point. Ça, c'est une dédicace pour Florent, mais je peux le dire comme ça, en tout cas, par rapport à ce qui est écrit, ce que je vois.
D'accord, donc je pense qu'on a fait le tour des questions. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, vous étiez 65 à participer à ce webinaire. Est-ce qu'on peut... Alors, le 9 mars, c'est la date retenue pour le prochain webinaire et sur la deuxième partie, on va dire, de ces questions d'égalité femmes-hommes. Donc, c'est toi, Gaëtan, aussi, qui fera la présentation. Est-ce qu'on peut imaginer que si les gens d'ici entre maintenant et le 9 ont des questions complémentaires par rapport à ce qui a été vu et qu'elles puissent être posées via la PFRH et puis que éventuellement, si tant est qu'il y en ait, on revient 2-3 minutes avant de démarrer sur le sujet le 9 mars sur ce qui pourrait rester en suspens. C'est envisageable de faire comme ça? Oui, tout à fait. Voilà, donc du coup, je propose à chacun qui a participé aujourd'hui de peut-être reposer, éventuellement de revisionner le webinaire ou en tout cas de regarder le support que vous allez pouvoir télécharger. Et vous n'hésitez pas à revenir vers nous pour poser les questions. Et puis du coup, à vous inscrire pour le prochain webinaire. Donc ce que j'ai dit à ceux qui n'étaient pas là au démarrage, donc on redémarre un cycle de webinaires avec le cabinet Ledoux et Associés sur les questions qui sont liées au décret circulaire d'application suite à la loi de transformation de la fonction publique. Donc, on en a 5 de programmés, donc 2 sur l'égalité professionnelle. Ensuite, on passera sur la question de la prise en compte de la vie familiale de l'agent le 15 mars, la déontologie de l'agent public le 23 mars et la protection sociale le 30 mars. Donc des sujets assez complets. Ça me donne aussi l'occasion de pouvoir vous dire que l'ensemble des webinaires qui ont été proposés l'année dernière sont toujours accessibles en replay. Donc n'hésitez pas à aller visionner les webinaires ou les supports. Il a été question d'imputabilité au service. Il y a eu un webinaire dédié avec tout des détails et des questions auxquelles Florent avait répondu, qui sont sans doute intéressantes. Oui, et notamment, si je peux me permettre, Karine, par rapport à ça, dans le support que vous pourriez trouver sur l'imputabilité au service, il y a ces éléments, parce que là, on parlait de harcèlement, du coup, qui peut donner lieu à dépression, mais dans ce webinaire, on avait abordé le cas de la dépression comme étant potentiellement reconnu comme imputable au service et la difficulté de le faire. Donc, ça peut permettre d'éclairer certaines personnes qui posent cette question. Oui, et puis en fin d'année, on avait aussi des webinaires sur les lignes directrices de gestion, qui sont aussi des sujets très importants, donc vous pouvez retrouver. Du coup, je sais que Florent aurait bien aimé nous rejoindre. On a la possibilité de se voir par le chat, donc il aurait bien aimé intervenir, mais bon, voilà, pour cette fois-ci, c'était pas possible. Désolé, Florent. J'ai oublié de vous dire aussi que dans la petite équipe là, qui nous a permis de suivre ce webinaire, il y a aussi Aurélie Couturier, assistante à la PFRH, qui s'est occupée en tout cas de dépanner les quelques personnes qui potentiellement étaient un petit peu coincées sur le plan technique. Donc, merci Aurélie. Prochain webinaire le 9 mars. Je pense que ce sera Hélène, ma collègue de La Réunion, qui fera la co-animation, donc avec toi, Gaëtan. Et avec un peu de chance, on aura Florent qui pourra se connecter en visuel et en audio. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Bonne fin d'après-midi et au plaisir. Et merci. Au revoir. Merci, Karine.